Ferrari. Le nom seul suffit à évoquer une image de perfection, une vision unique et intransigeante. Mais aujourd'hui, l'histoire a changé. Cette icône ne se bat plus sur un seul front, mais sur 4 en même temps. Une véritable guerre pour définir son âme et son avenir. Et ce conflit, il est là, juste sous nos yeux. D'un côté, les paroles presque sacrées du fondateur, Enzo Ferrari. De l'autre, la réalité brute du marché en 2024. Un SUV. Pour une marque qui a bâti sa légende sur les sportives à 2 portes, ce n'est pas juste un nouveau modèle, c'est un tremblement de terre. Alors, la grande question, c'est comment une légende peut-elle se réinventer sans se trahir? Eh bien, voici le plan de bataille. On va décortiquer ensemble la stratégie financière, le pari complètement fou en Formule 1, la manière dont ils réinventent leur voiture de route et même leur incursion très surprenante dans la haute couture. On le sait, toute guerre a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Donc tout commence ici, dans la salle du conseil, avec des chiffres qui ne sont pas seulement ambitieux, non, ils redéfinissent carrément l'échelle de ce que veut dire ambition pour Ferrari. Premier chiffre, 9 milliards d'euros. C'est l'objectif de chiffre d'affaires pour 2030. Pour qu'on se rende bien compte, c'est presque le double de ce qu'il faisait en 2021. Un bond pareil n'est possible qu'en élargissant l'offre de produits de manière radicale, bien au-delà des supercars traditionnels. Ensuite, cet objectif-là, une marge de profit opérationnelle, l'EBITDA, supérieure à 40%. C'est un chiffre incroyable, digne d'une marque de luxe comme Hermès, pas vraiment d'un constructeur auto. Ça montre bien qu'ils ne cherchent pas seulement à vendre plus, mais que chaque vente soit exponentiellement plus rentable. Et enfin, voici le trésor de guerre, 8 milliards d'euros de cash flow. C'est l'argent frais, le nerf de la guerre, qui va tout financer. Les futures voitures, le pari en F1, l'expansion dans la mode. Mais la question c'est, comment est-ce qu'ils comptent générer autant de cash? Eh bien, la réponse est plutôt surprenante. À une époque où tout le monde ne jure que par le tout électrique, Ferrari joue une autre partition, celle de la liberté de choix. Regardez ce mix pour 2030. Seulement 20% de voitures 100% électriques. C'est un pari à contre-courant total. Il faut être clair, c'est un virage stratégique à 180 degrés. Ils font machine arrière par rapport à leurs objectifs électriques précédents, qui étaient bien plus agressifs, pour réaffirmer leur attachement au moteur à combustion. Le message est audacieux. Ferrari ne suivra pas la foule. Il paraît que le rugissement d'un V2 sera toujours plus désirable que le silence d'un moteur électrique. Et si Ferrari peut se permettre de défendre le moteur thermique avec une telle confiance, c'est parce que son âme a été forgée sur les circuits. Ce qui nous amène tout droit au deuxième front, la Formule 1. Parce que chez Ferrari, la course, ce n'est pas du marketing. C'est l'ADN, c'est le cœur du réacteur. Après une saison 2024, disons-le, décevante, Ferrari a pris une décision radicale, presque suicidaire à court terme, sacrifier la saison 2025. Ils ont arrêté le développement de leur voiture très tôt pour miser absolument tout sur la révolution du règlement en 2026. C'est un all-in, un coup de poker. Mais attention, ce n'est pas un pari en l'air, c'est très malin. Ils exploitent une règle, l'ATR, qui est une sorte de système de handicap. En gros, plus on termine bas dans le classement, plus on a de temps en soufflerie l'année suivante. C'est paradoxal, mais en finissant moins bien, ils ont gagné un avantage crucial en temps de développement pour leur voiture de 2026, la fameuse 78. Et ce calendrier montre à quel point leur pari est extrême. Arrêter le développement en juin 2025, c'est une éternité en Formule 1. C'est des mois d'avance sur les concurrents. Ils acceptent de souffrir en 2025, avec l'espoir d'arriver en 2026 avec une fusée que personne ne pourra rattraper. Leur obsession du détail va jusqu'au volant. Les règles de 2026 vont rendre les voitures hyper complexes à piloter. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils repensent toute l'ergonomie avec leurs pilotes stars, Leclerc et Hamilton. Le but n'est pas juste de simplifier un volant, c'est de réduire la charge mentale du pilote pour qu'il fasse moins d'erreurs. C'est une parfaite illustration de leur stratégie, chercher à gagner avec l'intelligence, pas seulement avec la puissance. Ce mélange d'audace et de vision à long terme qu'on vient de voir en F1, eh bien on le retrouve sur le troisième front, celui des voitures de route. Et là, c'est fascinant. Parce que pour construire son futur, Ferrari décide de se plonger dans son propre passé. La première règle de la nouvelle ère Ferrari, rendre l'inaccessible encore plus inaccessible. Ils ont mis en place un système où l'argent ne suffit plus. Non, il faut être un bon client, un client fidèle, un client méritant pour avoir le privilège d'acheter certains modèles. C'est la psychologie du désir poussée à son paroxysme. Et l'arme de rupture massive, c'est le Purosang. Au lieu de juste faire un concurrent aux autres SUV de luxe, ils ont créé une catégorie à part, un V12, un prix qui donne le vertige et une production volontairement limitée pour qu'il reste ultra rare. Au final, ce n'est pas un SUV, c'est une supercar à 4 portes.
En parallèle, ils puisent dans leur héritage avec une stratégie de design qu'on appelle rétro-futuriste. Prenez la 296 GTB. La courbe de l'aile arrière, la vitre verticale, c'est une réinterprétation directe de la 200S de course des années 60. Ils vendent de la nostalgie, mais emballée dans une technologie de pointe. Et cette tendance continue avec leurs modèles les plus exclusifs. La SP3 Daytona, une voiture pour une poignée de collectionneurs, est un hommage direct au concept P5 de 1968, une voiture de rêve qui n'a jamais été produite. C'est fort, ils transforment des fantômes de leur passé en icônes du présent. Le schéma devient donc limpide. La toute nouvelle 12 cylindrée, avec cette barre noire sur le capot, c'est un clin d'œil impossible à manquer à l'inoubliable 365 Daytona des années 70. Chaque nouvelle voiture devient une conversation avec l'histoire de la marque, ce qui renforce sa légitimité à chaque sortie. Mais attention, les voitures, aussi innovantes soient-elles, ne sont qu'une partie du plan. On arrive maintenant au 4e front. Et celui-là, c'est peut-être le plus audacieux de tous. La tentative de Ferrari de conquérir un territoire complètement nouveau, celui de la haute couture. À la tête de ce projet, on trouve Rocco Iannon, un ancien de chez Armani. Et là, on ne parle pas de vendre des casquettes avec un logo, non. L'idée, c'est de bâtir une vraie marque de mode. Le thème de leur dernière collection, Officina, l'atelier, ça dit tout. C'est l'idée d'appliquer la même obsession du détail et le même mariage de l'art et de l'ingénierie à la création de vêtements. Il ne s'agit donc pas de logo, mais de silhouette, pas de merchandising, mais de couture technique. L'objectif final est énorme, transformer Ferrari en une véritable puissance du luxe, capable de rivaliser avec les plus grands noms de la mode et, bien sûr, d'ouvrir une source de revenus complètement nouvelle et indépendante des ventes de voitures. Alors, si on met toutes les pièces du puzzle ensemble, on a quoi ? Une réorientation financière massive, un pari à qui tout double en Formule 1, une redéfinition totale de l'exclusivité automobile et une invasion du monde du luxe. Ce n'est pas une évolution, c'est une réinvention complète. Le pari de Ferrari, c'est qu'elle peut être tout ça à la fois. Une entreprise de technologie, une écurie de course, un constructeur de niche et une maison de luxe. Un pari d'une ambition folle. Ce qui nous laisse avec la question fondamentale que pose toute cette stratégie. Le cheval cabré peut-il vraiment apprendre à courir dans 4 directions en même temps sans y perdre son âme ?